Ce soir, je vous propose de fréquenter le milieu souterrain. On va rentrer dans le monde des grottes. Alors, j'ai fait de la résistance pour ne pas faire une conférence uniquement sur la grotte de Bruniquel. Parce qu'en fait, on me sollicite énormément sur la grotte de Bruniquel et cette conférence, en plus, est à peu près en ligne, sous son état à peu près final. Et donc, j'ai tendance maintenant à proposer plutôt de sortir un petit peu de la grotte de Bruniquel. Rassurez-vous, il y aura beaucoup d'exemples de la grotte de Bruniquel, à commencer par cette première image, mais on est sur une thématique un petit peu plus large pour aborder la question des premières fréquentations humaines, donc celle de la préhistoire paléo-mésolithique, on s'arrête au mésolithique, et donc la fréquentation de ce monde souterrain qui est un monde réputé difficile, austère, dangereux. Et c'est intéressant parce que Bruniquel a servi un petit peu de catalyseur pour comment dire, remettre sous les feux du projecteur cette problématique de la fréquentation du monde souterrain qui, jusqu'à la découverte et la datation surtout des structures de Bruniquel, était réputée être le monopole des hommes modernes. Et on va voir que ce n'est plus tout à fait le cas. Alors, un tout petit retour en arrière d'historique. Il y a 2 diapos d'historique assez légères, qui sont les précurseurs, qui sont les préhistoriens, qui ont un petit peu pensé, qui ont conçu d'un point de vue méthodologique et aussi terminologique cette histoire de la fréquentation du monde souterrain. Peut-être un des premiers, si on met de côté les premiers préhistoriens du début du XXe siècle ou même de la fin du XIXe, peut-être qu'une date un petit peu charnière, c'est celle des années, début des années 70, milieu des années 70, avec Léon Pal et, il faut le citer également, Michel-Alain Garcia, qui est celui qui faisait les relevés pour Léon Pal, et avec Tassin de Saint-Péreuse, et ils ont travaillé sur les empreintes de pas dans les grottes. Donc là, c'est quand même, on est au cœur du sujet. Alors, autre date emblématique, à peu près dans les mêmes périodes des années 70, François Rouzot, alors c'est très intéressant, parce que François Rouzot, il est spéléologue, donc il connaît le monde des grottes, et en fait, par la spéléologie, il arrive à l'archéologie préhistorique en rejoignant l'équipe de Jean Clotte, et il fait un mémoire à Toulouse qui s'appelle la paléospéléologie. Alors voilà un néologisme qu'on va retrouver au cours de cette soirée. Je vais souvent utiliser ce terme de paléospéléologie. Son mémoire s'intitule « L'homme et le milieu souterrain pyrénéen au Paléolithique supérieur », et on va voir que en fait, on est toujours sur la thématique méthodologique de François Rouzot. Et puis, dans les années, début des années 2010, il y a également un autre spéléologue que j'aime bien mentionner, parce que là aussi, c'est un regard très important pour nous, parce que le milieu souterrain, c'est un milieu que ne connaissent pas finalement, naturellement, les archéologues préhistoriens. On fréquente ce milieu, mais on n'y passe pas forcément toute notre vie. Et donc, nous, on a une compétence d'archéologue, de préhistorien, mais dans un milieu qui n'est pas le nôtre, et qui est un milieu qui est difficile à lire, à fréquenter, et d'avoir des spéléologues qui nous accompagnent et qui nous aident à comprendre ce milieu, c'est assez intéressant. Et Bigot fait partie de ceux qui nous ont appris des choses sur le milieu souterrain. Et puis, ces dernières années, il y a différentes contributions, des thèses qui ont été produites. Il y a une équipe allemande avec Andreas Pastor, Weniger, qui ont pu éditer plusieurs ouvrages, des ouvrages collectifs qui réunissent des contributions qui évoquent cette fréquentation du milieu souterrain de la préhistoire. Voilà, le mot-clé qui sert un petit peu de pierre angulaire ce soir, c'est ce terme de paléospéléologie. Alors, ici, une diapositive qui nous indique quelques tendances de la recherche actuelle sur ce milieu souterrain. En ce moment, il y a une espèce de rivalité saine et très constructive d'ailleurs, et amicale avec nos collègues espagnols. C'est un jeu franco-espagnol, en fait, la fréquentation du milieu souterrain et l'étude de cette fréquentation. Donc en fait, il y a des sites français et des sites espagnols qui sont actuellement les fers de lance de la recherche méthodologique. Conceptuel. Alors on peut citer Chauvet, l'équipe de Chauvet. Alors j'ai choisi l'illustration de l'Atlas, ce gigantesque Atlas. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont feuilleté cette espèce de monument de l'édition, un truc qu'on ne peut pas emmener dans le métro, c'est trop grand. Mais cet Atlas, édité par Jean-Michel Geneste et Jean-Jacques Delannoy et Jean-Michel Geneste plus exactement, produit des cartes d'une très haute résolution qui nous permettent de comprendre comment les Aurignaciens ont fréquenté, occupé Chauvet.
Voilà, on fait à peu près la même chose, nous, dans une autre grotte de Dordogne, qui est beaucoup moins célèbre que Chauvet, qui pourtant, à mon avis, mérite autant de renommée, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de contentieux avec les propriétaires, donc ça n'a pas fait la une des journaux. Et en plus, le ministère de la Culture a joué la carte de l'extrême discrétion au moment de sa découverte. C'est la grotte de Cussac. Donc vous verrez pas mal d'images de Cussac, qui est un site intéressant pour la fréquentation du milieu souterrain. Chauvet, c'est 36 000 ans. Cussac, c'est 30 000 ans, donc c'est un petit peu plus récent. Et puis le troisième, les 3 C, en fait, Cosquer, Chauvet et Cussac, voilà. Cosquer, les travaux reprennent dans Cosquer, et on a fait des réunions thématiques, on jumelle nos travaux au niveau méthodo entre Cussac et Cosquer. Il va y avoir des avancées très intéressantes dans Cosquer. Et puis côté espagnol, La Garma, un site magdalénien extraordinairement bien conservé. On s'inspire beaucoup des travaux de nos collègues à La Garma. Nerja en Andalousie, une fréquentation du milieu souterrain d'une grotte plusieurs fois fréquentée au cours de la préhistoire. Là aussi, pas mal d'avancées. Et nos collègues basques n'arrêtent pas de trouver des grottes. En fait, les dernières grottes ornées en Europe sont trouvées au Pays Basque parce que le Pays Basque n'avait pas finalement été si prospecté que ça, et il y a pas mal d'avancées ces dernières années au Pays Basque. Voilà, et je mentionne d'entrée le nom de ma collègue espagnole qui est en ce moment en postdoc à Bordeaux, Maria Ronelles Medina Alcaide, qui, elle, travaille sur l'éclairage dans le milieu souterrain, et on verra quelques-uns de ces exemples. Voilà, alors il y a aussi d'autres grottes un petit peu moins célèbres, un petit peu plus discrètes, qui contribuent à ces connaissances. On peut citer le travail de Julien Monet, avec une magnifique étude dans la grotte aux Points, une grotte assez discrète qui présente les mêmes points paumes qu'à la grotte Chauvet. Je ne sais pas si c'est entre vous voyez ce que c'est les points paumes. C'est des grosses ponctuations rouges avec le cœur de la main. Et il y a en Ardèche une grotte qui est à peu près contemporaine. Et Julien Monet et son équipe l'ont étudiée de manière tout à fait remarquable. Je suis en train d'aller dans l'autre sens. Excusez-moi, voilà, il faut que je m'habitue un petit peu à ce joujou. Alors, une diapo un tout petit peu sérieuse, un tout petit peu scolaire. Quand on présente nos travaux à Cussac, on essaie de résumer les objectifs de notre présence dans cette grotte. Pourquoi on travaille dans Cussac et quels sont nos objectifs? Ok, c'est une grotte ornée, avec des gravures, avec des restes humains, il y a des choses extraordinaires, c'est très bien conservé, mais quels sont les objectifs recherchés? Et donc là, vous avez, je ne sais pas si tout le monde arrive à percevoir les couleurs, vous avez trois blocs de couleurs. Là. Un bloc vert, c'est le milieu naturel. On essaye de comprendre le site. Pourquoi ils ont choisi ce site? Quelles sont les problématiques de l'entrée? Quelle est la problématique de l'entrée sur le versant? Y a-t-il des problèmes de fermeture? Est-ce que l'état actuel, celui dans lequel nous visitons, est le même qu'à l'époque? Donc des travaux en fait, de géologie, de géomorphologie sur les extérieurs. Après, on rentre dans la grotte, et là, c'est plutôt le travail des karstologues, des géologues de ce qu'on appelle l'endokarst, c'est-à-dire le milieu souterrain profond. Et là, il va être question de sédimentation, d'érosion, de concrétionnement. Donc ça, c'est la connaissance du site naturel, ce qu'on appelle la structure d'accueil. En jaune, vous avez l'animal, la présence animale, omniprésente. Les animaux fréquentent les grottes. Il y a une concurrence presque permanente entre les hommes et les superprédateurs, et surtout l'ours. À Cussac, c'est l'ours. Dans d'autres grottes, comme Chauvet, c'est aussi l'ours. Mais il y a un petit peu de... Voilà, il y a des restes de bouquetins, de rennes, de bisons. Il y a un petit peu de mésofaune, les petits carnivores. Et puis il y a de la microfaune qui passe, et puis il y a les chauves-souris, etc. Donc, une présence animale qu'il s'agit d'interroger avec ce relationnel avec les hommes. Et puis, enfin, l'appropriation humaine. Donc ça, c'est le travail, évidemment, plus des préhistoriens. Et à Cussac, on a trois grands thèmes de recherche. D'abord, il y a l'art pariétal. Vous en avez un exemplaire en haut à droite. Il y a des gravures qui sont monumentales. Il y a un panneau qu'on appelle le grand panneau de Cussac. Je pense qu'il est plus grand que cet écran. En termes de graphisme, il fait 10 mètres, 10 mètres 50 de longueur sur 4 mètres de haut. Norbert Oujoula avait qualifié Cussac de Lascaux de la gravure. C'est vraiment des gravures monumentales. Après, on a des dépôts de corps humains. Ils ont déposé dans la grotte, jusqu'à 130 mètres de l'entrée, 150 mètres même, des corps humains dans des bauches d'ours. Vous verrez 2-3 images tout à l'heure. Donc, évidemment, une thématique pour nos collègues bio-anthropologues. On fait de la paléogénétique, on étudie les rites funéraires.
C'est l'archéothanatologie, l'archéologie de la mort. Et puis, troisième thématique, qui est réservée aux sites parfaitement conservés, comme Chauvet, comme Cussac, comme Cosquer, impeccablement conservés, c'est tous les indices de la fréquentation des hommes et des animaux dans le milieu souterrain, mais des indices très très discrets, des taches, des empreintes, des frottements, des polis, et puis des objets laissés ici ou là. Et puis évidemment, on essaye de faire dialoguer ces trois questionnements pour essayer de comprendre la sanctuarisation, l'articulation entre le site, l'animal et l'homme, et les relations entre un homme artiste et un homme défunt, puisque nous avons des graphismes et nous avons des corps humains qui ont été déposés dans le même lieu, donc la vie et la mort dans Cussac. Voilà un exemple de problématique un petit peu résumé sous cette diapositive poster. Alors, la définition du monde souterrain, c'est quoi? C'est à partir du moment où la lumière du jour ne fait plus effet. Parce que quand vous êtes à l'entrée d'une grotte, il y a la lumière du jour, et donc voilà, ce monde n'est pas totalement interdit, et les hommes ont occupé ces entrées de grottes, depuis l'Arago et Admanici, et dans des grottes très très anciennes, à Tapuerca, 1 million d'années, on est à l'entrée des grottes. Ça ne pose pas de problème à l'immense majorité de l'humanité. À partir du moment où on rentre sous terre, là, les difficultés commencent et on est au-delà de la lumière du jour. Et donc, se pose également la question de l'entrée d'origine, l'entrée originelle qu'il s'agit de reconstituer. Et les sites que j'ai mentionnés, que ce soit Chauvet, Cosquer, c'est un peu compliqué avec la mer, mais Cussac et d'autres, se posent le problème de l'entrée d'origine qui a complètement évolué. Il y a eu des éboulisations, le versant a été complètement réglé, et quand vous passez devant ces grottes avant qu'elles soient découvertes par les spéléologues, impossible de voir la moindre entrée, le moindre porche. Donc il faut reconstituer l'entrée d'origine, et c'est tout un travail évidemment de géomorphologie, de géologie. Et à Bruniquel, qui a été très fortement médiatisé, l'entrée par laquelle nous rentrons, et que vous voyez dans le film si vous avez vu ce documentaire, est une entrée de spéléologues, une entrée qu'ils ont désobstruée, mais l'entrée d'origine, c'est un porche beaucoup plus grand qui est entièrement colmaté, entièrement effondré, et qu'on ne voit pas du tout, ni de l'intérieur ni de l'extérieur. Donc un gros travail de reconstitution. Et donc c'est ce qu'on fait, et là c'est la contribution des géomorphologues qui essayent de comprendre, et pour reconstituer de manière virtuelle, c'est les petites images que vous avez à droite, de manière virtuelle, on essaye de reconstituer ce que vous ne voyez pas sur le terrain. Parce qu'encore une fois, quand vous êtes sur le terrain, vous voyez un versant avec des... là c'est une sorte de maquis presque méditerranéen, Bruniquel, avec des petits chênes verts, des buis, on voit strictement rien, on voit même pas une lèvre rocheuse qui affleure. Donc il faut qu'on aille chercher cet encaissant, il faut qu'on le reconstitue, il faut qu'on le débouche, il faut qu'on enlève les éboulis pour reconstituer une entrée d'origine. Évidemment, on fait ça avec des datations. Donc on essaye à l'intérieur de faire des prélèvements, de dater ce qui est datable pour essayer de comprendre la formation et surtout l'âge de cette éboulisation. Et donc on finit par reconstituer une entrée de grotte qui devait à peu près ressembler à celle-ci, donc relativement modeste mais suffisamment spacieuse pour que un groupe humain puisse rentrer sans faire de la spéléologie sportive comme de nos jours. Voilà, alors donc une fois qu'on rentre dans la grotte, j'ai mis les difficultés commencent, parce que contrairement à certains animaux qui s'orientent, par exemple les ours, ils s'orientent avec leur odorat, les hommes, ils ne s'orientent pas vraiment avec leur odorat, ils s'orientent avec un éclairage, et c'est un éclairage artificiel, puisqu'on n'a pas d'éclairage de la lumière du jour. Donc les difficultés commencent, il y a des endroits qui sont spacieux, il y a des endroits qui sont plus étroits, et puis il y a de l'eau, il y a des concrétions, il y a des passages qui sont sportifs. Alors, étaient-ils sportifs il y a 30 000 ans ? Il faut démontrer ça. Est-ce que les concrétionnements ne sont pas récents ? À Cussac, on s'est aperçu qu'on avait des concrétionnements qui sont holocènes. Ces concrétionnements, ils ont 10 000 ans, 9 000 ans, 8 000 ans, 6 000 ans. Donc il faut qu'on retire tous ces concrétionnements pour avoir en fait un couloir de métro beaucoup plus facile d'accès que l'actuelle grotte qui est très contrainte par ce concrétionnement. Il y a de l'eau aussi. Est-ce qu'il y avait de l'eau à l'époque ? Donc voilà, on a comme ça des éléments sur lesquels il faut qu'on joue. Donc, fréquenter le monde souterrain, ce monde de l'intérieur, ça a été interprété comme un facteur d'innovation et de modernité
et je le disais en introduction, qui était plutôt le monopole des hommes modernes, Homo sapiens, et on ne voyait pas les populations très anciennes fréquenter le monde souterrain. Innovation, modernité, voilà des termes qui sont souvent reconnus par les préhistoriens comme un basculement vers le paléolithique récent. Moi, je ne dis plus paléolithique supérieur, je dis paléolithique récent. Là, à droite, vous avez une topographie simplifiée de la grotte de Bruniquel, qui est un long couloir qui fait à peu près 600 mètres de long. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à faire marcher ce truc-là. Oui, donc on entre ici par un endroit très, très sportif. Là, il y a un grand ébouli. Puis après, en fait, il n'y a pas vraiment de difficulté, sauf ici. Il y a un grand chaos, là. J'ai mis le chaos. Effectivement, il y a un chaos. Est-ce que ce chaos, qui consiste actuellement à monter, il faut escalader, il faut redescendre, c'est un petit peu sportif, est-ce qu'il existait du temps des Néandertaliens ? Eh ben, justement, on essaye de comprendre cette topographie d'origine. Pour aller jusqu'à la salle de structure, il y a 330 mètres entre l'entrée et la salle de structure où il y a eu ces fameuses constructions. Alors, cette topographie simplifiée, c'est juste pour avoir la visualiser, mais bien entendu, on fait des topographies de haute résolution, ce qu'on appelle des topographies de précision, pour cartographier tous les éléments qui concourent à essayer de comprendre les difficultés qu'ont dû s'affranchir les hommes de la préhistoire pour circuler dans ce monde souterrain. Donc là, vous avez une topographie de précision de Hubert Camus, son équipe. Et on va même encore un petit peu plus loin, on fait des topographies d'hyper-précision, et tous les petits carrés qui se sont rajoutés là, ce sont en fait des prélèvements, des datations, des points d'observation qui nous permettent de reconstituer toute la mise en place de ces éboulisations, de ces fermetures de cavités, parce que pour nous, c'est extrêmement important de démontrer quelle était l'entrée d'origine, bien sûr. Alors, quelles sont la nature et le type de ces vestiges qu'on trouve dans les grottes, de ces traces ? Alors, traces, moi, j'aime pas tellement ce terme. Traces, marques, vestiges, c'est plutôt un terme d'archéologue, vestige, qui atteste du passage de la circulation des humains dans le monde souterrain, dans la profondeur des cavernes. En fait, ils sont relativement nombreux et je vous propose donc de les feuilleter. Alors en fait, la présentation est organisée de cette manière-là. Je vous invite à feuilleter, à voir ensemble, à visualiser ces vestiges, ces traces qui nous permettent de suivre les hommes par catégorie un peu thématique. Bon, voilà, c'est un plan que j'ai choisi. Alors, je reviens aux travaux de François Rouzot avec sa paléospéléologie, là, qui est indiquée sur la droite. C'est très intéressant parce que tout à l'heure, je vous ai dit que François Rouzot, il était spéléologue. Et donc, en fait, en tant que spéléologue, il sait quand il visite des grottes, enfin quand il visitait, parce que le pauvre est décédé il y a quelques années, quels étaient les vestiges et les restes que laissent ces contemporains spéléologues. Et donc, on sait les difficultés qu'on a quand on est spéléologue à franchir une hauteur, à escalader un mur de concrétion, on laisse du matériel, on bivouaque. Il y a des spéléologues qui restent de 3, 4, 5 jours, une semaine, 10 jours. Et donc, ces spéléologues, ils laissent des vestiges dans les grottes. Et donc, il suffit de plaquer ce référentiel actuel à l'ancien, et puis d'essayer de voir, de s'en inspirer par rapport à ce référentiel. Et donc François Rouzot a distingué 3 catégories de traces ou de vestiges. Ceux qui relèvent des traces de progression, on circule, on visite la grotte. Ceux qui matérialisent des moments d'arrêt, on fait une station, on reprend son souffle devant une difficulté, il y a un problème d'orientation, on fait une marque, on laisse un point de marquage, un morceau de topographie. Et puis ceux qui matérialisent des traces d'aménagement beaucoup plus importants, un séjour pérenne, prolongé, où là on modifie le site en faisant des constructions, des aménagements un peu plus forts. Voilà. Et donc vous avez sur la droite, on ne va pas tous les détailler parce qu'en fait on va les voir de manière illustrée. Vous avez sur la droite nos éléments de paléospéléologie qu'on rencontre, des outils, des empreintes corporelles, des traces, des charbons, des mouchages, des marques graphiques bien sûr, des repères topographiques, et puis pour les aménagements un petit peu plus importants, de l'art pariétal, des structures d'habitat, des structures de consommation, etc. Donc je vais passer sur des diapositives parce que c'est exactement la même chose, mais avec la diapo d'origine de François Rouzot 1978, et un premier exemple, une première étude de cas, qui est celle de la grotte de Cussac. Le schéma que vous avez sur la droite, c'est ces fameuses indices de paléospéléologie, mais appliqués à la seule grotte de Cussac. Et c'est juste pour
rappeler qu'en fait, on ne coche pas toutes les cases, évidemment. Même Chauvet, même Cusack ou Kosker ne cochent pas toutes les cases d'un répertoire de paléospéléologie. Il y a des éléments qui existent dans certaines grottes et qui n'existent pas dans d'autres. Et d'ailleurs, à Cusack, on a des éléments qui n'existent dans aucune autre grotte, à savoir des dépôts de corps humains, ce qui est assez original. Alors on va voir quelques exemples maintenant, en commençant à tout seigneur, tout honneur, j'ai mis en haut à droite, par les manifestations graphiques. C'est souvent d'ailleurs celles qui ont commandé ces études. Longtemps, on a confondu l'appropriation du monde souterrain et les Homo sapiens. Rentrer dans le milieu souterrain, le fréquenter, laisser des traces, c'était Homo sapiens. C'était les hommes anatomiquement modernes. La conquête symbolique des ténèbres, disait Denis Vialou, que j'ai plaisir à citer ici. Alors, pourquoi ces grands artistes ont-ils choisi des grottes peu accessibles, des boyaux étroits? Pourquoi se sont-ils enfouis dans l'ombre à plus de 200 mètres de l'orifice pour... Excusez-moi, j'ai fait une mauvaise... ça va partir dans l'autre sens. Ah non, excusez-moi. À plus de 200 mètres de l'orifice pour cacher leurs œuvres si variées. Cette citation est de Elie Masséna en 1902. Déjà en 1902, on s'étonne des difficultés auxquelles ont dû s'affranchir les hommes pour aller à 200 mètres d'une entrée, pour aller cacher. Il écrivait pour aller cacher des œuvres si variées. Donc si on cache les œuvres, ça veut dire qu'il y a quand même déjà une sélection pour ceux qui vont les voir ou qui risquent de les voir. Voilà, c'est des citations empruntées à l'ouvrage de Jean-Loïc Lequelec, sur lequel je reviendrai. Donc, à tout seigneur, tout honneur, les manifestations graphiques. L'art pariétal, donc un art extrêmement visible, très connu, célébrissime. On parle d'un art animalier et donc d'un bestiaire. Alors j'ai exprès choisi des photos très convenues des sites les plus connus, exprès, Lascaux, Chauvet, Rouffignac, une peinture polychrome, un dessin au fusain, un dessin silhouetté, non c'est pas au fusain, c'est au manganèse, et des modelages d'argile du Tuc d'Audoubert. Bon, ben voilà, c'est les œuvres les plus connues, elles sont au fond des grottes, à plusieurs centaines de mètres de l'entrée. C'est très impressionnant, c'est très visible, c'est parfois même un peu monumental, c'est fait pour être vu, pour être contemplé, c'est très impressionnant. Il y a parfois des représentations anthropiques, humaines. Alors, on a beaucoup glosé sur le différentiel qui est entre les représentations animalières, qui sont plutôt assez bonnes et assez justes, et les représentations humaines qui sont souvent déformées. Et donc on qualifie plutôt d'anthropomorphe que d'humain. Et Jean-Loïc Lequelec nous rappelle que c'est une posture assez contemporaine de distinguer l'humain de l'animal. Certaines populations ne distinguent pas et n'ont pas le vocabulaire pour distinguer l'homme de l'animal. Ça fait partie d'une espèce de comportement très contemporain de distinguer les deux. À côté de ce bestiaire animalier assez facile à identifier, il y a ce qui est un petit peu plus complexe, un peu plus aniconique, c'est-à-dire qui est un peu en deçà de l'image. On ne représente pas le monde, mais voilà, il y a des signes. Alors on appelle ça, les préhistoriens qualifient ça de signes, des ponctuations, des bâtonnets, des flèches, des traits, des tracés incompréhensibles. Quand vous êtes face à ce type de panneau, vous êtes un petit peu désorienté et vous faites un décompte un peu simpliste en comptant les ponctuations, les bâtonnets et en essayant de comprendre. Il y a également des signes très complexes. Alors ça, à gauche, ce sont plutôt des universaux qu'on rencontre dans toutes les populations et qui n'ont pas vraiment de poids chronoculturel ou géochronologique. Par contre, il y a des signes complexes, des signes très très complexes, comme les tectiformes ou les claviformes, qu'on ne rencontre que dans certaines grottes à certaines périodes. Les tectiformes, il n'y en a que dans 4 grottes, 4,5, si on compte, il y a 4 grottes principales, Font-Gaume, les Combarelles, Bernifal, les Rouffignac, et c'est du magdalénien moyen, et même du magdalénien moyen récent. C'est très précis. C'est marqueur ethnique. Alors ça a beau être aniconique, c'est très précis et ça intéresse beaucoup le préhistorien. Et puis il y a des tracés complètement incompréhensibles, des espèces de gribouillis, Breuil parlait de macaroni pour les tracés digitaux. On est très désorienté par rapport à ce type de manifestation graphique où peut-être qu'il y a un petit peu de bestiaire animal derrière, mais c'est quand même assez étrange.
Voilà, des tracés digitaux, des marques, des ponctuations. Est-ce qu'on est encore dans le domaine de l'art? Est-ce que ce sont des marquages? Laure Blanchet parle d'une appropriation de la paroi, parce que souvent les tracés digitaux sont antérieurs aux gravures ou aux peintures. Et puis, j'aime bien citer ce travail de Michel Laure Blanchet quand on est sur ce domaine non figuratif et qu'on est déstabilisé par ce non figuratif, parce que là, il y a la solution. Parce que Laure Blanchet, il a rencontré des groupes qui faisaient encore ce genre de manifestation, et donc il a la réponse. Et la réponse, elle est dans son livre. Et donc, si on prend juste un seul exemple, un cercle, là, c'est un groupe de personnes, mais un cercle avec une pointe en haut représente un groupe de personnes qui voyagent et qui se dirigent vers la direction. Cet ovale un petit peu en forme d'œuf, légèrement pointu, c'est un groupe de personnes dans la direction de la pointe qui se dirigent. Moi, je trouve ça absolument... Et là, en bas, on a un groupe de personnes qui cherchent de la nourriture en chassant un animal. Donc, vous voyez comment vous pouvez interpréter ça si vous n'avez pas l'explication par le groupe encore actuellement. Et tout ça, en fait, fait sens, évidemment. Donc, les diapos précédentes, elles faisaient sens également. Alors, il y a également dans le domaine de l'art pariétal, et c'est la dernière diapo sur le graphisme, il y a ce qu'on appelle l'apophénie. L'apophénie, c'est la tendance de notre esprit, c'est assez naturel, à trouver du sens, y compris aux choses pour lesquelles on a un petit peu de mal. Et donc, voilà, il y a je sais pas, le coup des nuages qui sont en forme de je sais pas quoi, et donc c'est ça l'apophénie. Et donc, il y a de temps en temps des moments de graphisme comme ça, où l'esprit humain a tendance à chercher une explication. Mais en fait, là, il y a l'explication. C'est plutôt un contre-exemple de l'apophénie, parce qu'en fait, ça, c'est un rhinocéros de la grotte Chauvet. La partie droite, là, c'est la reconstitution qu'a fait Valérie Fériglio, et la partie gauche, en fait, c'est ce qu'on appelle un animal synecdoque, où on a représenté la partie pour le tout. Et donc, quand vous êtes face à ça et que vous n'avez pas la culture Chauvet du rhinocéros, c'est impossible. Et seule Valérie Fériglio pouvait reconstituer cette tête de rhinocéros sans tomber dans l'apophénie. Voilà. Alors après, l'art, les vestiges les plus spectaculaires sont les empreintes au sol. Il y a plein d'empreintes. Il y a des empreintes de pieds. Il y a des empreintes de coudes, il y a des empreintes de mains, il y a des empreintes de doigts, j'ose pas dire des empreintes de fesses, mais oui, on en a aussi. On a des glissades sur des terrains qui ont imprimé des marques. Et donc ça, c'est un grand moment de recherche et de thématique. J'avais cité au tout début de la présentation l'œuvre de Léon Pahl. C'est lui le premier qui a étudié ces empreintes des grottes, en formant des relevés dans les grottes, là, Tuc d'Audoubert, Pechmerle, Montespan, les premières. C'est ce qu'on appelle l'ichnologie. Ce n'est pas l'iconologie, c'est l'ichnologie, la science des empreintes. Voilà, dans les années 70-2000, ces relevés deviennent un peu systématiques, et Léon Pahl s'associe avec un anthropologue de Bordeaux, Henri Dudet, pour avoir le regard de l'anthropologue par rapport à ces empreintes et les qualifier un peu plus. Est-ce que ce sont des empreintes d'hommes, de femmes, d'enfants, d'adolescents, etc. À l'époque, on faisait des relevés, j'ai visité la magnifique exposition là, sur les relevés. À l'époque, on faisait des relevés directs, on faisait même des moulages. Maintenant, ça nous fait hurler. Maintenant, on ne fait plus que des études non invasives, évidemment, des 3D, des photogrammétries, pour étudier ces empreintes de pas, de pieds, de coudes, etc. Et la dernière tendance, alors on a formé quelqu'un à Bordeaux qui s'appelle Lisiana Ledoux, qui a fait une thèse sur les empreintes de pas, de pieds dans Cussac, qui après elle a travaillé sur la Garma et sur Fontanet. Et c'est un domaine qui est assez dynamique en ce moment. Il y a pas mal de travaux, des colloques. Il y a eu un colloque en Allemagne il y a 4 ou 5 ans. Et je vous donne un exemple que j'estime très intéressant, mais je rends hommage à celle qui a eu l'idée géniale, c'est Lisiana Ledoux. Dans Cussac, on a plein d'empreintes, mais ces empreintes ne sont pas des empreintes de pieds. On ne voit pas les orteils. Et un jour, j'ai dit à Lisiana, mais peut-être qu'ils n'étaient pas pieds nus, ces gens-là. Pourquoi ils seraient pieds nus dans les grottes? Et donc, elle a fait des expérimentations avec des chaussons de cuir souple sur la plage, dans l'argile. Elle a fait tout un référentiel. Et puis, elle a mis de l'eau, elle les a séchés. Et puis après, elle a fait des comparaisons avec la 3D, avec les empreintes qu'on avait à Cussac. Et elle a justement mis en évidence, parce que les empreintes qu'on a à Cussac, c'est ça.
C'est des trucs comme ça. Donc, quand vous passez à côté, vous ne pouvez pas comprendre que c'est une empreinte. Mais quand vous avez le référentiel des empreintes de pieds souples chaussés sur un sable mouillé d'une plage ou une argile, ben, d'un seul coup, c'est possible. Et avec des calculs très savants, elle a pu démontrer que ça, c'était bien une empreinte de pied chaussée. Et du coup, maintenant, on dit « Ah ben, ils étaient chaussés ». Du coup, maintenant, on trouve plein d'empreintes dans les grottes. Parce qu'on a des empreintes de pieds chaussés, probablement, avec des souliers très, très souples. Et il n'y a pas de raison qu'il y a 30 000 ans, ils n'avaient pas de chaussons voilà, assez sommaires. Donc, on a fait un petit pas là-dedans. Autre thématique, l'éclairage. Alors, l'éclairage dans les grottes, c'est une porte ouverte, bien sûr, il y a de l'éclairage. Mais c'est quoi l'éclairage? Qu'est-ce qu'on a comme preuve archéologique? Un travail fondamental, celui de Sophie de Beaune, qui était prof à Lyon jusqu'à l'année dernière, elle est maintenant émérite, et qui a fait un travail sur lampes et godets au paléolithique. Alors, il y a deux types d'éclairage. Il y a des lampes mobiles, et on va voir qu'il y a des lampes fixes. Mobiles, c'est-à-dire qu'elles sont manipulables, on peut les emmener. Celle-ci est archi connue, célébrissime, la fameuse lampe, le brûloir, on dit de Lascaux, 20 005 ou 21 000, on est presque à 21 000 maintenant avec Lascaux. On vieillit Lascaux tout le temps, on est en train de pousser Lascaux vers 21 22 000. C'est l'extrême début du Magdalénien. Et donc voilà, on a cette lampe qui est parmi les plus connues. Alors un travail assez intéressant est celui d'une collègue espagnole qui, elle aussi, a fait de l'expérimentation pour voir quels étaient les effets des lampes, des torches. Une lampe et une torche, ce n'est pas du tout le même fonctionnement. Une lampe, ça éclaire, il y en a une qui éclaire assez bien l'environnement et une qui éclaire au pied. Il y en a une qui a beaucoup plus de durée de vie que l'autre. Et puis, ce n'est pas les mêmes matériaux et ce n'est pas la même technologie entre les lampes et les torches. Les deux sont des lampes mobiles. Mais nous n'avons pas de torches. Mais nous avons des preuves indirectes qu'ils avaient des torches. Par contre, on a quelques lampes archéologiques comme celles qui sont à l'écran. Donc ça, c'est également assez intéressant. Alors voici des exemples de lampes, plutôt des lampes fixes. Ici en haut, là, vous avez une concrétion avec une concavité. Et dans cette concavité, il y a des charbons. Alors évidemment, il faut démontrer qu'il s'agit bien d'une lampe fixe. Il y a des travaux, on peut les dater, c'est assez facile maintenant de démontrer que ce genre de structure naturelle, complètement naturelle, pas du tout modifiée par l'homme, mais a servi de lampe fixe. Et depuis les travaux précurseurs de nos collègues espagnols et surtout à Nerja, dans le sud de l'Espagne, maintenant on sait reconnaître et identifier des lampes fixes. Alors vous avez ici une lampe qui est à 845 mètres de l'entrée dans la grotte de Cussa, qui est, elle, plutôt une lampe mobile, mais retournée. Et donc la partie très très noire et un petit peu rougie là, que vous avez au milieu de la diapo ici, dans cette partie-là, en fait la lampe est retournée, mais c'est un truc qui est assez grand, et en plus c'est un calcaire qui n'est pas présent localement, donc ils ont dû laisser cette lampe sur le sol de la galerie. Alors à Cussac, on a une autre lampe fixe, enfin un candidat à lampe fixe assez intéressante. C'est intéressant parce que c'est dans l'endroit le plus sportif, le plus difficile, où il faut s'agenouiller, passer pratiquement accroupi dans un endroit qui est argileux, qui est vraiment mal commode. Et c'est là qu'ils ont installé leur lampe. Et comment ils ont installé cette lampe? Ils ont cassé des stalagmites et ils ont mis une petite dallette de calcaire. Et comme vous le voyez, sur cette dallette de calcaire, il y a des restes de charbon assez évidents. Donc on est en train de faire des études pour qualifier ce combustible et essayer de démontrer qu'il s'agit bien d'une lampe. Donc là, le travail est en cours. Ça a à peu près 30 000 ans. Alors, toujours sur l'éclairage, les travaux de Maria Ángel Medina Alcaide sont assez intéressants parce qu'elle a trouvé, et là il faut vraiment l'œil, c'est très intéressant de la suivre sous terre, Maria, parce qu'en fait, elle trouve des micro-charbons que vous ne voyez pas, que nous ne voyons pas, même les bons préhistoriens ne les voient pas, parce que ce sont des charbons qui sont millimétriques, c'est de la poussière de charbon en fait. Et en fait, une fois qu'elle les a repérés, on va être dans le noir pour le reste de l'expo, de la conférence. Une fois qu'elle les a repérés, évidemment, on peut les prélever et puis identifier le combustible et puis les dater.
Et donc démontrer, parce qu'il s'agit évidemment de charbons qui sont anciens, paléolithiques, qui ont 30 000 ans, 25 000 ans. Et donc vous avez, voilà, ils ont pu démontrer à Néra qu'ils ont ramassé du bois mort, il y a des branches, des brindilles, il y a des résineux, il y a des restes de résine. Alors tout ça est millimétrique et parfois inframillimétrique, mais il y a suffisamment d'éléments qui démontrent la relation entre ces restes de charbon et puis des œuvres qui sont ici en rouge. Vous avez en rouge des dessins là, de la grotte de Néra, et puis en bleu, vous avez les endroits où il y a eu les prélèvements de charbon, la découverte de charbon. Donc il y a une relation assez forte entre l'art de cette grotte de Néra et l'utilisation de ces charbons. Enfin, les charbons, l'utilisation de bois comme charbon. Alors tout ça passe par des grosses séquences expérimentales là aussi. L'expérimentation est assez omniprésente là, ce soir. Donc, alors pourquoi l'expérimentation? Pour démontrer et pour reconstituer ce qu'on appelle les thermo-altérations. C'est-à-dire une paroi, quand elle est brûlée, si vous faites un feu au pied d'une paroi, cette paroi, elle va se transformer, elle va devenir grisâtre ou rosée ou rouge vif ou noirâtre. Et donc vous avez comme ça des modifications de l'aspect visuel et physique, évidemment, biologique aussi, de ces parois. Et donc en faisant les reconstitutions, on crée un référentiel et après on revient dans la grotte et on démontre qu'il y a eu un feu important ou pas important. Est-ce que ce feu était un feu d'éclairage, un feu domestique, un feu technique? Et à Chauvet, ils ont réussi à démontrer qu'ils ont fait un feu au pied d'une paroi pour modifier l'état de la paroi, pour la rendre malléable avant de faire des gravures au doigt digital. Donc il y a vraiment une démarche technique et pas une démarche d'éclairage. Donc ça, c'est très intéressant. Et donc vous avez, alors je vous passe les détails, mais vous avez tout un camailleux de couleurs, d'aspects visuels de ces parois transformées. Et le logo que vous avez au milieu, là, c'est le collectif de chercheurs qui a été financé par la région Aquitaine pour avancer sur cette thématique des feux de Chauvet. Alors, les feux, voilà, on arrive à Bruniquel. Parce qu'à Bruniquel, cette structure maintenant assez connue, nous avons une douzaine de points de combustion qui sont, alors c'est assez étonnant, qui sont plutôt sur la structure qu'au centre de la structure. Bon, maintenant on a quelques résultats un tout petit peu complémentaires. Et donc voilà, les couleurs que vous avez rosées là vous indiquent les morceaux de stalagmites qui ont été modifiés par l'action de la chaleur. Et en noir, les points noirs sont les endroits où on a des charbons ou de l'os calciné. Parce qu'en fait, le combustible, je ne sais pas si vous le savez, en préhistoire paléolithique, est plutôt de l'os. En fait, on démarre un feu avec du bois sec, mais après, pour l'alimenter, c'est plutôt de l'os, parce que l'os permet de faire une combustion beaucoup plus lente et avec une lumière assez régulière. C'est plus intéressant que les feux de cheminée qu'on fait, nous, avec notre bois dans nos cheminées de nos maisons de campagne. À Paris, on ne peut pas faire de feu dans les cheminées. Oui, donc le combustible, c'est de l'os. Et nous, on trouve systématiquement des petits morceaux d'os calcinés. Voilà. Et donc, Bruniquel, on peut démontrer que les Néandertaliens, puisque là, on a un âge néandertalien, on a 175 000 ans, 176 avant le présent. Donc, ce sont des Néandertaliens qui ont fait ces feux. Alors, comment on a démontré ça? On a démontré ça parce qu'on a des os calcinés, là, dont une partie de la matière est recouverte et scellée par de la calcite. Et cette calcite, on l'a datée, et ça a donné cet âge qui est donc forcément plus récent que la combustion. La combustion a été scellée par la calcite a 176 000 ans, donc l'os, il a au moins 176 000 ans. Comme on l'a pris en sandwich entre deux niveaux de calcite, l'âge est assez précis à Bruniquel. Voilà, alors d'autres exemples de Bruniquel où on voit ces traces, ces indices de concrétion, de stalagmites. Il n'y a pratiquement que des stalagmites qui ont été... Excusez-moi, c'était un peu vite, qui ont été noircis. Il y a même des stalagmites qui ont éclaté au feu. Sous l'action de la chaleur, à droite, là, vous avez une fente. Et cette fente, on l'a même reconstituée en expérimentation. Donc, on sait à quelle température la calcite explose pour donner ce résultat. Et donc, on a comme ça tout un référentiel de ces feux dans la grotte de Bruniquel. C'est le travail de Catherine Ferrier que je n'ai pas encore cité.
Alors, je vous parlais des feux de Bruniquel qui étaient plutôt sur la structure, mais en fait, on a eu l'autorisation, après 6 ou 7 ans de négociations avec le ministère de la Culture, c'était un peu compliqué, de faire un sondage à l'intérieur de cette structure. Alors, ce sondage, on va voir la photo sur la diapo suivante. En fait, c'est très compliqué parce qu'il fallait percer un épais plancher stalagmitique, une couche de calcite. Et en fait, cette couche de calcite, il y a d'abord la couche de calcite actuelle, Holocène, qui a quelques milliers d'années. Puis après, dessous, on a une grosse concrétion, un gros plancher qui a 130 000 ans. Et dessous seulement, on a trouvé le niveau d'occupation et de construction des stalagmites, des constructions là. Et donc, on a pu confirmer la présence de ce niveau. Alors, je vais un peu avancer. Là, voilà. Là, vous avez un résultat du sondage. On a eu l'autorisation de faire un sondage de 30 par 30. C'est très petit, mais on a soulevé un plancher stalagmitique et puis dessous, on a trouvé... on a trouvé pas mal d'éléments. Alors voilà la fouille du morceau de plancher de 30 par 30 qui est renversé, donc c'est une fouille à l'envers, c'est très rare de faire une fouille la tête en bas. Et donc on a trouvé dans ce petit sondage, voilà, reconstitué ici, en fait le morceau de plancher là, il représente, il n'est pas facile à orienter votre truc là, hein. Je ne sais pas si je vais réussir à me faire comprendre. Le sondage de 30 par 30, en fait, il est ici. Après, on a soulevé ce capuchon de calcite et dessous, on a fouillé. Et là, les points noirs représentent les charbons. Dans 30 par 30, on a trouvé une cinquantaine de micro-charbons qui ont 175 000 ans. Et donc, ils sont en cours d'étude. C'est plutôt du charbon d'os, hein, comme je vous indiquais tout à l'heure. On n'a pas trop de charbon végétal. On a un os brûlé également. Et puis, voilà, tout ça est en cours d'étude. Et c'est daté, hein, puisque on a une datation du plancher supérieur à 11 000. Puis après, on a le plancher inférieur qui a 132 000. Notre niveau de charbon. Puis après, on a encore un autre plancher qui a plus de 200 000 ans. Donc, on sait à peu près où on est en termes de chronologie avec ces premières preuves, hein, c'est les premières preuves d'un éclairage sous terre. Alors, l'éclairage, parfois, on parle de mouchage de torches. Quand vous visitez des grottes, souvent on vous parle de mouchage de torches et les guides vous montrent comme ça des espèces de trucs un peu noirâtres sur la paroi. Moi, je ne suis pas toujours d'accord avec cette appellation de mouchage parce que souvent, les mouchages, en fait, les soi-disant mouchages, ils sont à des endroits très intéressants de la galerie. Et donc, je pense plutôt à des marquages topographiques. Et quand on fait la topo avec les topographes, ils nous disent « Ah, mais là, moi, je vais installer ma station de topo ici. Et puis après, je vais mettre l'autre là-bas. » Et à chaque fois, on a des marquages. Et donc, on a des marquages, en fait, qui servent certainement à s'orienter sous terre. Ou en tout cas, il y a eu station, et puis ils ont un peu marqué la paroi. Alors, ça peut être un mouchage, effectivement. Ça peut être à la fois un mouchage de torche et un marquage topographique. Mais il y a quand même des endroits qui sont pour moi des vrais marquages topographiques. Là, vous avez des exemples de marquage topographique dans Cussac. C'est soit la paroi, soit des sommets de concrétion, soit des bases de stalactites. Je ne vous ai pas mis toutes les photos. Et puis, de temps en temps, il y a un petit peu de charbon au sol. Donc, on les prélève et on les date. Et ça nous donne l'âge de la fréquentation de la grotte, avec également la nature du combustible. Alors, après, on passe aux vestiges, aux objets qu'on trouve dans les grottes, autres que des trucs brûlés, des objets un petit peu plus prestigieux. Ils nous ont laissé quelques éléments, mais dans les grottes fréquentées par les artistes ou par les Néandertaliens, on a très très peu d'objets en fait, hein, parce qu'il n'y a pas de séjour très prolongé. Là, c'est une pièce exceptionnelle. C'est un outil en bois de renne. Et comme vous le voyez, il est appointé, il a été poli, il y a des petites entailles. Alors, ce n'est pas très spectaculaire parce que sa conservation n'est pas très très bonne. On l'a prélevé, il a été restauré. Et en fait, on pense que c'est un outil pour la gravure. Et si on arrive à démontrer ça, on est en train d'essayer de faire des travaux de l'expérimentation. Il a été découvert, c'est marqué là-haut, à 630 mètres de l'entrée. 630 mètres, c'est loin. Hein. Il faut presque 1 heure pour y aller. Sous terre, les parcours sont un petit peu plus longs, évidemment. Il faut 45 minutes, 50 minutes pour aller à 630 mètres. Et comme par hasard,
c'est un endroit où il y a un panneau avec des gravures, et cet objet est juste à côté. Donc on est en train de travailler avec Nejma Goutas pour voir si on peut démontrer que c'est un objet de gravure. Si c'est ça, ça serait le premier objet de gravure contemporain du Paléolithique. Alors parfois, il y a des découvertes beaucoup plus spectaculaires, qui sont des objets laissés, des cachettes. C'est la notion de cachette qui apparaît au milieu du Paléolithique récent, avec surtout le solutréen. Et ici, on a une cachette d'objets, voilà, c'est les petits contours faits sur des os ioïdes. Alors, on est dans le Magdalénien moyen, des Pyrénées, un truc très, très spectaculaire. Ça, c'est la grotte de la Bastide, où tous ces petits objets, je ne sais pas combien il y en a, 2, 4, 6, enfin une quinzaine, ils étaient tous au même endroit. Et donc, visiblement, voilà, cette notion de cachette, de cache, de dépôt. Alors on peut jouer avec les mots, j'ai mis des guillemets à cachette parce que ça peut être aussi... on peut discuter de cette notion d'objet caché, déposé, oublié, volontairement déposé. Même chose pour les silex. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans nos grottes ornées, quand il y a silex, d'abord il y en a très peu, et ce sont des silex de très haute qualité technique. C'est des grands débitages laminaires. À Cussac, on n'a que 3 silex. Il y a 2 lames, Laurent Clary qui les a étudiées a dit que ça c'est des débitages de maître tailleur. C'est pas de la taille d'outils domestiques pour l'usage quotidien, pour juste découper comme ça un morceau de renne dans son abri sous roche. Non, c'est des lames de très haute qualité technique, voire sur des matériaux importés. Là, la cachette, encore à la grotte de la Bastide, dans les Hautes-Pyrénées, ce sont des lames avec des silex qui n'existent pas dans les Pyrénées, qui ont été importés sur des distances très importantes, plusieurs centaines de kilomètres. On a des échanges, des réseaux d'échanges au Magdalénien qui fonctionnent entre les Pyrénées et le nord du sud-ouest, et même la Charente-Maritime, la région de Saintonge. Un cas assez étonnant, à Bruniquel, on a des dizaines de galets de quartz qui sont soit taillés, soit percutés et qui sont concentrés à l'entrée de la grotte. Alors là, c'est assez étonnant. Voici l'entrée de la grotte de Bruniquel. Et en vert, chaque point vert représente un galet de quartz, soit un galet, alors c'est à peu près gros comme une boule de pétanque, plus ou moins circulaire, parfois un petit peu aplati. On a regardé s'il y avait des marques, des impacts de percussion. Il y en a 1 ou 2 qui ont des impacts, mais ce n'est pas très évident. En plus, ils sont concrétionnés, on ne les a pas touchés, on ne les a pas prélevés. Il y en a 2 qui sont taillés avec des nucléus, et on a même fait un remontage. Alors ceux-là, je me suis autorisé à les déplacer pour faire le remontage. Donc sur 30 galets, il y a 2 ou 3 taillés avec un remontage. Et on se pose la question de cette concentration tout à fait étonnante de galets de quartz. Ils ne peuvent pas être d'origine naturelle. Les géologues ont radicalement exclu cette hypothèse. Donc ils ont bien amené des galets de quartz. Alors évidemment, Bruniquel, casser des stalagmites. Est-ce qu'ils n'ont pas servi de percuteurs pour casser des stalagmites pour construire les structures qu'on a vues tout à l'heure? C'est une des hypothèses, mais ça va être difficile à démontrer. Très étonnant, il y a même un galet de quartz qui est posé sur une espèce d'étagère. Il y en a qui sont sur le sol de l'Éboulis, là, qui n'a pas bougé depuis 170 000 ans. Il y en a 2, en fait, il y en a 2 qui sont posés sur des espèces de redans comme ça, où ils ont été escaladés, ils ont posé un galet de quartz. Donc ce galet de quartz, il n'a pas pu être amené par les ours ou les chauves-souris, c'est absolument impossible. C'est bien un homme qui l'a posé là. Voilà. C'est une découverte assez étonnante de Bruniquel. Autre élément, les objets qui, cette fois-ci, sont fichés dans les parois des grottes. Des fois, on dépose des objets, mais des fois, ils enfoncent, et même, ils ont enfoncé avec une sorte de percuteur des objets dans les fissures naturelles des grottes. Le plus classique, ce sont les ossements, des esquilles osseuses, des petits fragments osseux qui ont été enfoncés comme ça dans des petites fissures, des petites failles du calcaire, de l'encaissant. Et donc, ça a fait l'objet d'un travail de Magali Pérou, qui a fait sa thèse il y a maintenant pas mal d'années à Bordeaux. C'est Jean-Claude qui, le premier, avait identifié à Enlaine, dans les années 80, ces petits objets fichés dans les parois. Et si on regarde, parfois, il y en a des... Excusez-moi, ça va un tout petit peu vite. Il y en a énormément. À Gargas, il y a 230 de ces objets. C'est comme des ex-voto, hein, quand vous avez certains sites, des lieux de culte, on dépose des objets, voilà, c'est un peu rituel. Donc c'est une des hypothèses qui a été émise dans la mesure où on ne peut pas démontrer que c'est un rôle fonctionnel ou technique. Il y a d'autres grottes. Hein,
Il n'y a pas que Gargasse. Alors parfois, ils ont enfoncé des lames de silex ou des lamelles de silex. Soit ils les ont déposées à un endroit assez original, soit ils les ont même enfoncés aussi dans des fissures. On en connaît à Lascaux, on en connaît à Cougnac, il y en a dans pas mal de grottes pyrénéennes, quelques lames ou lamelles de silex. Une pointe de saguet à Gargasse. De l'ocre qui est de la matière colorante qui a été, et là ça n'a rien de graphique, hein, c'est vraiment de la matière colorante qui est enfoncée dans la fissure. Je ne l'interpréterai pas, certains l'ont fait. Des coquillages, il y a la grotte des Trois Frères, il y a un coquillage comme ça qui était déposé dans la grotte. Bon voilà, ces objets fichés déposés en paroi. Et puis, j'arrive au fameux spéléopacte de Bruniquel. On a distingué à Bruniquel 3 catégories. Des empreintes, des négatifs. Il y a des stalagmites qui poussent, on arrache la stalagmite, et ça fait une dépression, une sorte de creux, de trou de poteau, de trou de stalagmite. Alors, ce n'est pas facile à voir, hein, surtout si ça repousse après qu'on ait emprunté ces stalagmites, mais on arrive à en identifier quelques-unes. Après, il y a énormément de stalagmites qui sont sectionnés. Sectionnés volontairement, voilà. Et surtout, la partie sommitale qui a été sectionnée n'existe plus. On pourrait dire, ah bah, il y a un ours qui est passé, il a basculé, c'est cassé, et puis le morceau, il est resté. Non, le morceau, il n'est pas resté, il est parti. Elles sont orphelines, des stalagmites sectionnées orphelines. Il y en a quand même 160. Et puis, la troisième catégorie, c'est des morceaux de stalagmites, des éléments qui sont en position anormale. Et là aussi, il nous manque soit la base, soit la tête, donc on a la partie mésiale, soit on a une partie distale, soit on a une partie proximale, mais il manque les autres, et dans des endroits où il n'y a pas de formation de concrétion. Et là, il y en a presque 1 millier dans Bruniquel. Et donc le jeu consiste maintenant, on essaye avec un collègue d'essayer de ce qu'on appelle des appariements, d'essayer de faire du remontage de manière virtuelle pour voir s'il y a des morceaux qui remontent avec les constructions de la salle des structures. On y est arrivé pour quelques-unes, mais c'est encore un travail qui est en cours. Alors en fait, donc on appelle ça des spéléofactes, hein, des éléments qui ont... bon, il n'y a pratiquement que des stalagmites qui sont à Bruniquel. À Cussac, on a également ces peut-être candidats spéléofactes, des morceaux de concrétion qui ont été réunis, qui ont été regroupés dans des bauges d'ours. On a des concentrations de spéléothèmes, de concrétion, dans des bauges d'ours. Ils les ont déplacés, et parfois sur des dizaines de mètres, pour les mettre à cet endroit-là. Hypothèse, empêcher que les ours reviennent. C'est une hypothèse qu'on a discutée entre nous, un peu pour rigoler, mais pourquoi pas, hein. Donc voilà une cartographie de tous ces éléments de concrétion qui ont été anormalement sectionnés, déplacés aux alentours de la structure. Les structures sont ici, là, dans cette partie-là. Et donc tous les points que vous avez de couleur vous montrent des éléments de spéléothème en position anormale. Et donc après, on fait des cartes de répartition, des cartes de chaleur pour voir si ça correspond à des endroits qui sont topographiquement intéressants. Ça commence à sortir, c'est un travail qui est en cours, on fait ça avec Kim Genuit, là, qui a été recruté pour 3 ans pour travailler sur cette thématique. Ça marche assez bien, on a quand même 1 millier de spéléophaques qui se promènent dans la grotte, on en a 400 qui sont dans les structures, donc on essaye de comprendre leur histoire. On en arrive à des constructions, parce que là, je vous ai montré les matériaux de construction qui ont été déplacés, bougés. Les fameuses constructions de Bruniquel. Bon, voilà, j'ai plus en tête les chiffres quand je fais les conférences sur Bruniquel, mais je crois que c'est je ne vais pas dire de bêtises, parce que je suis en plus filmé, enregistré, mais... en plus sur Bruniquel, si je me trompe, j'aurais pas l'air d'être... Je me rappelle plus le tonnage. On a fait une estimation du tonnage de matériaux déplacés. Je crois que c'est 2 tonnes, des poussières. Enfin. Le plus grand des éléments fait 118 kg. 118 kg, un homme seul, même néandertalien, ne le porte pas. Il faut être 2 pour déplacer un truc de 118 kg sous terre, dans le noir. Donc voilà, ils ont déplacé tout ce matériau pour faire ces constructions assez étonnantes. Encore une fois, leur âge est assez déstabilisant, 176 000 ans. On s'attendait tous à voir quelque chose dans le Paléolithique récent, magdalénien, gravétien, mais on est chez les néandertaliens anciens. Depuis, on a trouvé une autre grotte en Ardèche qui montre des structures, des aménagements faits avec des spéléofactes également,
Mais la grande surprise, il n'y a aucun élément, il n'y a aucun vestige, hein, pas plus qu'à Bruniquel d'ailleurs. La grande surprise, c'est que d'abord c'est à 1,5 km de l'entrée, nous on est à 330 mètres, 315 mètres. Je ne pense pas que ce soit 315, j'ai dû me tromper parce que c'est plutôt 330, mais ce n'est pas très grave. Là c'est 1,5 km de l'entrée, c'est énorme. Mais par contre, la datation est un petit peu moins vertigineuse, ça a 8000 ans. Et là c'est super intéressant. Parce que 8000 ans, on est chez les Mésolithiques. Les Mésolithiques, ils ne font pas de dessin sur les murs, ils ne font pas de peinture, mais on sait qu'ils vont sous terre. Parce qu'on a des datations de passages mésolithiques dans plein de grottes des Pyrénées, Nio, on a des dates mésolithiques, il y a Rouffignac, les Mésolithiques, ils passent, mais ils ne dessinent pas. Et donc on ne les voit pas passer si on ne fait pas de datation d'un éventuel mouchage mésolithique. Là, ils ont construit quelque chose et on a pu dater ces constructions avec les stalagmites qui scellent ces constructions et on a un jeu de dates assez concordante qui nous donne le mésolithique, j'ai à peu près arrondi, à peu près vers 8000 ans. Alors comment il circule sous terre? Un collègue basque est en train de faire de la modélisation pour essayer de reconstituer la difficulté de circulation sous terre, ce qu'on appelle la paléospéléologie, avec tous les accidents que j'ai évoqués en début de présentation. Bon, c'est des travaux assez compliqués qui font intervenir surtout de la 3D, de la reconstitution virtuelle, pour calculer et faire des cartes pour montrer plus la couleur est foncée, plus la difficulté de circulation est importante dans des endroits qui sont un petit peu plus compliqués que d'autres. Voilà, donc après, il y a évidemment les empreintes au sol, je l'ai déjà un petit peu évoqué. On arrive à cette notion de cheminement. Dans la grotte, on voit des cheminements, il y a des pistes. Et ici, vous avez un extrait de la topographie de la grotte de Cussac, où vous avez des cheminements qui ont été cartographiés, c'est ce qui est en violet ici. Vous avez des fragments du cheminement. Mais le seul problème de ces cheminements, qui sont des parties tassées par la fréquentation, c'est qu'il y a les ours qui sont passés avant les hommes. Et donc les hommes, en fait, ils passent sur un cheminement qui est probablement une piste faite par les ours. Donc c'est très compliqué pour nous de distinguer le passage humain sur une piste faite par les ours. Et les ours, c'est un petit peu plus voyant que les hommes. Nous, on a l'impression que les hommes, ils viennent sur la pointe des pieds, en plus sur le chausson, et sur une piste d'ours qui ont un peu massacré la grotte quelques millénaires avant, donc c'est toute la difficulté. Et il y a des collègues qui travaillent là-dessus, dans une grotte de l'Ardèche, l'équipe de Julien Monet, à reconstituer le passage de la faune fossile. Là, vous avez dans cette grotte de l'Ardèche, qui n'est pas très grande, hein, vous avez des bauches d'ours, des polis, des pistes, donc tout ça, c'est du fossile. Mais la difficulté, c'est de discriminer avec les traces animales actuelles ou subactuelles. Parce que la grotte, elle a servi de bergerie, il y a eu les néolithiques, il y a eu les médiévaux, ça a servi de refuge. Et donc, vous avez une espèce de palimpseste d'accumulation de traces animales, en plus des ours, qui rend l'étude vraiment très, très complexe. Alors, on a un autre exemple à Bruniquel d'un cheminement qu'on a identifié ici, qui est très, très intéressant, parce qu'en fait, là, on a une piste de circulation, et là, on pense que ce ne sont pas les ours, on a d'assez bons arguments pour les hommes, et les deux dalles qui sont ici en rouge très foncé, en fait, sont des dalles qui sont énormes et qui ont été redressées, et on a pu démontrer que ça ne peut pas être un mouvement géologique naturel. Donc là, on a quelque chose qui ressemble à une sorte d'arrivée un peu monumentale sur le sommet de l'éboulis de Bruniquel. Autre élément intéressant à propos de ces cheminements et de la circulation dans les grottes, la notion d'accès, de lisibilité des œuvres, de visibilité. Il y a des panneaux qui sont très faciles à voir, et puis il y a des panneaux qui sont au contraire très discrets. Il faut presque se mettre à genoux ou même à plat ventre pour aller voir des œuvres qui sont cachées en fait. Et donc là, il y a toute une typologie de la lisibilité, de la visibilité des œuvres. Et c'est un travail qui avait été confié à Armand Joutot, qui a fait sa thèse avec nous il y a quelques années et qui a publié ses résultats. C'est assez intéressant de discriminer ces panneaux publics de panneaux qui sont un peu plus privés. Elle a distingué trois catégories. Alors, j'en viens à qui fréquente ces grottes? Des hommes, des femmes, des enfants, des adolescents, des jeunes, des vieux. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a des collègues qui, sur les empreintes de mains négatives, arrivent à dire que c'est des empreintes de mains féminines ou masculines, ce qu'on appelle l'indice de Manning. Mais
Ça, c'est OK, mais le problème, c'est que cet indice de Manning, en fait, la zone de recouvrement entre les hommes les plus graciles et les femmes les plus robustes fait qu'en fait, cet indice de Manning, en fait, il est quasiment pas opérationnel. Sinon, pour des deuxièmes lignes de rugby ou des gens qui sont vraiment très très grands, et puis pour des adolescentes, vraiment, voilà. Et donc, si on exclut ces groupes qui sont à l'extrémité de l'indice de Manning, en fait, il y a trop de zones de recouvrement entre les femmes et les hommes pour que ces mensurations du soi-disant indice de Manning soient vraiment opérationnelles en disant ceci est une empreinte de femme, ceci est une empreinte d'homme. Donc, ça, des collègues un peu critiques, évidemment, c'était trop beau cette histoire. Donc ça ne marche quasiment pas, encore une fois, en bleu et en rose, vous avez les hommes, les femmes, et la zone de recouvrement est vraiment trop importante, et donc il n'est quasiment pas statistiquement utilisable, hélas. Moi, je suis le premier à le regretter. Alors par contre, on a un moyen de savoir, c'est qu'on a quelques restes humains. Et donc là, il y a 2 diapos sur la grotte de Cussac. On a à Cussac 3 endroits où ils ont déposé des corps. Incroyable. Ils ont déposé, en fait, nos collègues anthropologues, d'abord tous les corps sont dans des bauches d'ours. Dans la première bauche d'ours, ils ont déposé des os secs. Ils ont pu démontrer qu'ils étaient venus avec probablement un contenant, un sac, quelque chose, et ils ont versé des os qui étaient déjà des os humains. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas déposé un corps qui s'est décomposé. Non, il y a eu toute une histoire préalable qui fait qu'ils ont déposé des os qui étaient déjà très évolués. C'est ce qu'on appelle des dépôts secondaires en histoire sépulcrale. C'est très très étonnant. Dans la seconde bauge, c'est encore plus étonnant, ils ont déposé des crânes, seulement la partie du crâne sans les mandibules, c'est ça, sans les mandibules. Les dents se sont déchaussées, elles sont tombées. Ils ont retiré les crânes et il n'est resté que les dents de la partie du maxillaire et pas des mandibules. Et donc là, ils ont démontré que voilà, on avait une manipulation très intéressante, certainement avec un culte des crânes. Et dans Cussac, on a 8 individus, on a un seul crâne sur 8 individus, ce qui est complètement étonnant. Donc il y a des parties qui manquent, des parties anatomiques qui manquent, et c'est daté d'il y a à peu près 30 000 ans. Bon voilà, c'est une histoire sépulcrale assez complexe. Cussac. Ce troisième cas de figure, dans une bauge, cette fois-ci, ils ont déposé un individu complet avec le crâne, mais ils l'ont mis sur le ventre. Et il n'a pas bougé depuis, parce qu'il s'est décomposé en place et les os sont restés in situ. Or, des individus sur le ventre, on n'en connaît que 3 dans tout le paléolithique en Europe, et les 2 autres, Dolny-Vestonitz et Baus-Adator, sont des individus qui présentent des pathologies importantes. Sorte d'anormalité biologique. Donc on a cherché une anormalité sur ce malheureux homme, parce que c'était un homme, un adulte, près d'une trentaine d'années, à part qu'il était de très petite taille, c'est le plus petit de tous les gravétiens européens. On n'a pas trouvé de pathologie qui explique ce dépôt sur le ventre, qui est souvent assez original dans le registre paléolithique. Et puis le dernier locus, le locus 3, alors il est en cours de fouille, les autres on ne les a pas fouillés, c'est des études à distance sans toucher aux vestiges. Il est à 240 mètres de l'entrée, il y a 3 individus, à chaque fois d'ailleurs je ne vous l'ai pas dit, mais il y a un adulte et un adolescent, et ils ont déposé des corps à 240 mètres de l'entrée. C'est un acte très très fort, au pied de parois gravées. Donc c'est pour ça que Cussac est très original et assez intéressante. Malheureusement il n'y a pas de mobilier, il y a de la matière colorante rouge, de l'ocre, qu'on voit assez bien sur les 3 locus, enfin 2 des 3 locus, pardon. Et puis là aussi, on a des histoires qui sont vraiment très très complexes et qui nous donnent d'autres informations sur le rite sépulcraux du Gravétien. Et puis un petit scoop, on a découvert deux dents humaines, mais cette fois-ci dans la branche amont de Cussac, à un autre endroit qui sont à 280 mètres de l'entrée, donc on est à 500 mètres des principaux dépôts. Donc en fait, il y a certainement des restes humains un peu partout dans cette grotte. Et pour le moment, tout est à peu près contemporain à Cussac. Alors voici l'avant-dernière diapositive qui me permet de faire une espèce de petit bilan sur jusqu'où sont allés les hommes de la préhistoire sous terre.
Alors en fait, j'ai récupéré des données de François Rouzot sur les grottes du Magdalénien des Pyrénées. Donc en bleu, vous avez toutes les grottes qui ont été étudiées par François Rouzot dans son mémoire. Donc je les ai juste complétées en rajoutant Bruniquel, Cussac et Rouffignac, mais il faudrait rajouter des grottes espagnoles. Il y a la Culalvera. À Culalvera, ils ont été jusqu'à 1,2 km de l'entrée, ou 2 km, je ne sais plus. Enfin, c'est vraiment très très loin, c'est la plus grande distance. Il y a des sites qui manquent, il faudrait y rajouter Chauvet, etc. Mais en gros, c'est assez intéressant de voir que le monde souterrain est fréquenté depuis visiblement au moins Bruniquel, il y a 170 000 ans. Après, on a un petit peu de présence des Aurignaciens, mais il y a très peu de grottes ornées datées de l'Aurignacien. Il y a un petit spot avec le Gravétien. Ça commence un peu à s'installer, la fréquentation du monde souterrain. Pour le moment, c'est Cussac, ils ont pratiquement été à 1 km de l'entrée, et ils ont fait un panneau orné à Cussac, à 800 mètres à peu près de l'entrée. On sait par des marques qu'ils ont été jusqu'à presque 990 mètres sur le kilomètre de Cussac. Et donc, ce que François Rouzot proposait, c'était d'étudier un rapport entre la longueur d'une grotte et la longueur fréquentée par les hommes, et de calculer ce rapport pour voir s'ils ont exploré tout ou à peu près tout. Et ce qu'on constate, c'est qu'ils ont pratiquement toujours été jusqu'au terme de la grotte. Il n'y a que dans Rouffignac où il y a des portions de galeries qui sont inaccessibles. Donc en fait, pratiquement tout le temps, le but, c'est d'aller au fond de la grotte et de montrer qu'on est allé au fond de la grotte. Ça, c'est assez intéressant quand même. Et puis ça, c'est une diapo pour vous montrer un petit peu la chronologie de cette fréquentation du milieu souterrain que je vous ai présenté ce soir. Bon, Bruniquel est toujours un peu seul à 175 000 ans. Depuis, il y a la Roche-Cotard, mais je n'ai pas mis la Roche-Cotard parce que c'est pas vraiment... c'est plutôt éclairé par la lumière du jour, la Roche-Cotard. C'est pas vraiment une grotte profonde, c'est un peu une autre thématique. Chauvet n'est pas seul, hein. Il y a la grotte de l'Alden, qui est à peu près du même âge. Cussac, il y a pas beaucoup de... Il y a des sites espagnols qui sont à peu près contemporains de Cussac, où on va très loin dans le milieu souterrain, mais cette hyper-fréquentation du milieu souterrain, c'est quand même un trait qui est très magdalénien. Disons que là, il y a une puissance documentaire assez impressionnante, et en plus, un magdalénien plutôt pyrénéen. Mais évidemment, les grandes grottes sont plutôt dans les Pyrénées qu'en Périgord ou en Quercy. Donc il y a quand même un phénomène naturel. Et puis après, il y a cette fréquentation assez étonnante qu'il ne faut pas oublier du Mésolithique, où des Mésolithiques vont très loin sous terre, mais ne font pas grand-chose. Et on a du mal à les suivre et à les pister. Voilà, et non, ça c'est l'avant-dernière diapo, excusez-moi. Alors, les vestiges, même s'ils sont discrets, minuscules, difficiles à identifier, sont beaucoup plus nombreux et beaucoup plus variés qu'on ne le pensait jusqu'à présent. En fait, on avait des référentiels, on avait les cavernes du Volpe, le Tudo-Doubert, les Trois Frères, Chauvet, la Garma, Cussac. Bon, maintenant... Avec l'arrivée de Bruniquel, on sait qu'on doit regarder nos grottes différemment pour trouver peut-être d'autres périodes qu'on ne supposait pas être présentes sur cette thématique. Alors évidemment, un de nos problèmes, c'est que les humains sont toujours en concurrence avec d'autres prédateurs. Et le principal d'entre eux, c'est les ours. Et quand il y a les ours, c'est pas facile. À Chauvet, il y a ours, homme, ours. À Cussac, nous, on a ours, 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 homme. Donc on a comme ça des différents cas de figure, mais les hommes comprennent que des ours sont venus, ils utilisent les bauges, ils utilisent les tracés des ours pour accrocher certaines de leurs gravures, etc. Il y a une espèce de relation assez intéressante. Les motivations, c'est la dernière diapo qui arrive dans quelques instants. Les motivations, c'est quoi l'explication pour aller au fond de ces grottes ? Voilà, on est sur un domaine qui est très très difficile à interpréter. Hein. Après, on peut dire c'est sépulcral, c'est cultuel, c'est symbolique, c'est au moins spirituel. Spirituel, c'est qui est relatif à l'esprit. Après, de savoir si c'est du cultuel, du symbolique, bon, quand il y a des œuvres, forcément, c'est graphique. Donc ma dernière diapo, cette fois-ci, voilà, c'est une diapo peut-être un petit peu dure à lire, mais pourquoi fréquenter le tréfonds des grottes ? Pourquoi les investir ? Y revenir, que représente-t-elle dans l'imaginaire de tous ces groupes ? Et là, j'ai emprunté, en résumant, des idées de Jean-Loïc Lequelec, que vraiment je recommande à ceux qui ne l'auraient pas encore lu, cet ouvrage magnifique, dont la colonne vertébrale est un petit peu les mythologies. Les mythologies, c'est ce qui explique la création du monde. Les grottes, elles sont le siège, pour certains groupes, pour certains,
parfois, c'est une sorte de catalogue d'explications. Les grottes peuvent être le siège d'êtres surnaturels. Des dieux vivent, habitent dans les grottes. Les grottes sont aussi un portail, on connaît la mythologie, pour accéder à un autre monde, le monde du surnaturel. Les grottes aussi ont leur propre qualité. Elles recèlent de l'énergie, l'énergie de la terre, forcément. Elles sont à l'origine du monde. Le monde est issu des grottes. Donc il y a une espèce de côté enfantement de la vie à partir de la grotte. Elles sont donc les matrices de la terre, de la vie, du cycle de la reproduction. Là, on y arrive. C'est la mythologie. À partir de... C'est quoi l'origine de la vie? La grotte intervient dans cette interprétation. L'eau transite. J'ai très peu parlé de l'eau. Or, l'eau est omniprésente dans les grottes. L'eau transite à travers les grottes. Il y a de l'eau qui vient de la grotte, qui disparaît dans les grottes, il y a des résurgences, il y a des pertes. Donc il y a un côté un peu mystérieux, et l'eau qui est précieuse pour les populations. Le fait que ça sort de la grotte, ça donne encore un peu plus de poids à la grotte. La naissance des êtres ou leur résurrection est parfois associée aux grottes. Les grottes enfantent, ça revient un petit peu à ce qu'on a vu tout à l'heure. On peut se retirer dans les grottes. On peut aller s'isoler pour réfléchir, pour se mettre en dehors du monde, pour aller trouver la sagesse. Donc ça, c'est le côté ermitage. Et puis, dernière interprétation, très intéressante, et moi je pense qu'il ne faut pas du tout la négliger, les grottes peuvent être un lieu d'épreuve. On fait subir des rites de passage du groupe des adolescents, des enfants. Pour devenir adulte, tu vas aller au fond de la grotte et tu vas aller me mettre une marque et tu vas revenir avec un morceau de stalagmite. Donc on peut trouver des explications comme ça qui sont liées à cette notion d'épreuve. Voilà. Dernier petit conseil, ne surtout pas généraliser, ne pas interpréter sans preuve. Ne pas revenir à un comparatisme ethnographique un peu facile. Parce qu'évidemment, on va emprunter comme ça des hypothèses et puis on va les plaquer sur Cussac ou sur Chauvet. Donc, c'est pour ça que je vous ai montré beaucoup de diapos qui sont très méthodologiques pour vous dire qu'il y a un gros parcours du combattant documentaire avant d'arriver à des interprétations. Merci de votre attention. Questions. Merci beaucoup. On va passer aux questions. On va vous donner un micro. Joël, d'abord. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la dimension des groupes qui fréquentaient à un moment donné? C'était des tout petits groupes ou alors est-ce que ça peut aller jusqu'à quelques dizaines d'individus? Oui, c'est une très bonne question et on a évidemment beaucoup de mal souvent à y répondre. Si je prends un exemple que je connais un peu mieux que d'autres, à la grotte de Cussac, nos collègues qui étudient les empreintes, c'est une des conclusions de sa thèse, Lisiana Ledoux pense que les groupes sont très peu nombreux. Après, Lisiana Ledoux, elle dit ils sont peu nombreux parce qu'elle ne les voit pas passer. En termes d'empreintes, c'est très très discret. J'ai utilisé tout à l'heure l'expression, on a l'impression qu'ils passent sur la pointe des pieds. Il y a une sorte de respect par rapport à la grotte. Les ours ont tendance un peu à tout casser, à marquer la grotte, à faire des bauges. Et les hommes du Gravettien passent un peu sur la pointe des pieds. Alors après, quand même, ils passent sur la pointe des pieds, mais ils font des œuvres monumentales. Et ces œuvres, là, nos collègues pariétalistes nous disent que ça ne s'est pas fait en 5 minutes. Donc il y a une présence dans la grotte qui est importante. Michel Laure-Blanchet, au Pêche-Merle, a pu démontrer que le panneau des chevaux ponctués du Pêche-Merle ne peut pas se faire seul. Il faut au moins quelqu'un qui prépare la matière colorante, un éclairagiste plus un officiant. Il faut au moins être 2, sinon 3. Voilà, on n'a pas beaucoup d'éléments pour être très précis, mais c'est difficile de répondre à votre question. C'est très très difficile. Vous savez, en préhistoire, souvent, c'est comme la notion du temps. Combien de temps ils sont restés? Il y a le temps long. On arrive à le qualifier. Le temps très court, on arrive à le qualifier. On sait qu'ils ont taillé un silex, ça prend quelques secondes. Mais le temps intermédiaire, combien de temps ils sont restés à cet endroit, combien de temps ils ont vécu et combien ils étaient, c'est ce qu'on appelle le temps intermédiaire de Fernand Braudel. Et là, on est toujours très imprécis, quoi. Donc je ne peux pas être très précis à votre question. Y a-t-il des vestiges de foyers montrant des vestiges alimentaires?
Oui, alors on travaille un petit peu cette présentation cet après-midi. Je me suis dit, ah tiens, je n'évoque pas cette question, mais il y avait déjà beaucoup de documents. Il en existe quelques-uns. Il n'existe que dans le Magdalénien, et même que dans le Magdalénien moyen des Pyrénées ou du Pays Basque espagnol. On a 4 ou 5 grottes où ils ont habité, séjourné, de manière pérenne, à plusieurs centaines de mètres de l'entrée, et on n'explique pas ces séjours avec foyer, taille de silex, consommation de rennes. Ils ont habité, c'est un vrai habitat, c'est comme les habitats des abris sous roche ou les entrées de grottes. Important, tous sont associés à des sites ornés. Donc l'hypothèse, évidemment, que ce sont des occupations liées à la réalisation des œuvres qui sont dans les environs proches ou un peu plus lointains. La Bastide, les Trois Frères, le Tuc d'Audoubert, il y a une grotte espagnole, Zbitarte, il y a quelques 5 ou 6 cas qui sont à peu près démontrés d'un séjour important sous terre, très loin de l'entrée. Et seulement magdalénien, pas avant. Oui, bonsoir. J'ai 2 questions à vous poser. Je voudrais savoir, est-ce qu'on a retrouvé éventuellement des... je suis là. Oui, je vois. Est-ce qu'on a retrouvé des traces d'excréments humains dans les grottes à certains endroits précis? Parce qu'à des grottes où on va jusqu'à 1 km de l'entrée, j'imagine que on doit trouver quelque chose. Et puis, deuxième question, un peu plus compliquée, est-ce que il se pourrait que l'être humain ait perdu un peu de son acuité visuelle en 40 000 ans, ce qui pourrait éventuellement expliquer qu'on ait fait toutes ces peintures dans des endroits très sombres, mais je doute beaucoup parce que 40 000 ans c'est très peu. Et sinon, est-ce qu'il se pourrait que tous ces ornements ne soient pas destinés justement à ne pas être vus des êtres humains, mais uniquement des dieux ou des entités un peu mystérieuses? Je vais répondre très très vite à la première question. Excréments, pas à ma connaissance. Les seuls excréments qu'on connaît sont des abris sous roche, à l'abri Romagny, ou non, un abri la Cova del Salt, au sud de la Catalogne. Non, il n'y a pas vraiment d'excréments ou de coprolites humains démontrés dans les grottes ornées. Donc la réponse est non. Par contre, vous avez des excréments des spéléologues dans les grottes actuellement. Donc pour revenir à François Roseau et son référentiel... Parce que voilà, quand on va 9 jours sous terre ou 10 jours sous terre, à un moment donné, il y a des fonctions qui sont vitales. Pas pour la préhistoire, on n'en a pas identifié, que je sache. Et pour répondre à la deuxième question, excusez-moi, je suis un peu fatigué, c'était quoi la deuxième question? Perte d'acuité visuelle. Oui, on a souvent évoqué ça, je réfléchissais en même temps que je vous écoutais. On a beaucoup évoqué ça entre nous, sans aucune démonstration possible. Est-ce qu'ils auraient perdu un peu d'acuité visuelle? Parce qu'il y a certaines populations subactuelles ou par des témoignages ethnographiques, on sait qu'ils résistent infiniment mieux que nous au froid, des fois des conditions de vie dans des espaces très réduits avec de la fumée. Nous, au bout de 10 secondes, on sort, on tousse, on est... Or, ces populations, ils sont là et ça leur fait rien, ou alors ils ont des insectes sur des centaines de mouches et ça leur fait rien. Enfin, on est complètement déstabilisé par probablement des pertes. Est-ce qu'ils n'auraient pas, depuis 40 000 ans, perdu un petit peu probablement un peu, oui. Il suffit d'écouter nos grands-parents, la vie qu'ils pouvaient avoir. On a perdu une relation avec la nature, certainement. De là à imaginer qu'ils circulaient dans les grottes au Magdalénien sans torche, moi j'y crois pas beaucoup. Mais il n'y a pas de travaux à ma connaissance là-dessus. Et quant à la destination éventuellement de ces dessins, uniquement à ne pas être vus par les... Je l'ai évoqué un peu rapidement. Dans une conférence, j'en parle un petit peu plus longuement. Il y a des panneaux qui sont vraiment pour être vus, avec un effet de présentation ou une salle qui peut accueillir un groupe. On a fait des expériences aussi j'en ai pas parlé, de sonorisation qui présente un écho très fort, comme le Salon Noir Agneau. Donc il y a un côté un peu public, monumental, d'œuvres qui sont là et qui ont été faites pour être vues. Et puis il y en a d'autres qui ont été faites pour être
pas vu. Il y a des endroits où il est impossible de voir. Il y a un mammouth à Bernifal que vous ne pouvez pas voir. Et dans une cheminée, la personne l'a croqué, l'a silhouetté sans même voir le résultat final. Un mammouth à Bernifal. Il y a des œuvres qui sont dans des endroits que vous ne pouvez pas voir. Donc là, on a disposé des manifestations graphiques sans effet final de contemplation. C'est tout ce que je peux vous dire. Et on a comme ça 2, 3 grandes catégories pour être vues, hyper discrètes, et puis des catégories un peu intermédiaires. C'est pas moi qui ai le micro, donc oui, il est parti au fond. Là-bas. Encore un immense merci pour cette présentation qui nous rend sensibles à la rigueur scientifique que vous développez, vous et vos équipes. C'est assez sidérant, je trouve. Ma question, c'est que vous faites référence à M. Lequelec, à très bon escient, bien sûr, mais que en fait, vous n'évoquez pas cette thématique d'émergence primordiale. Vous avez énuméré des tas de... Oui. Voilà, de mythologie, mais pas celle de M. Lequelec que vous citez pourtant. Pourquoi et qu'est-ce que, voilà, quel est le message derrière? Merci. Merci pour la partie compliment. Pour m'égratigner un petit peu sur la dernière diapositive, qui est effectivement un peu un catalogue un peu facile, et je n'évoque pas, oui, je connais, vraiment je suis un admirateur et un lecteur assidu des travaux de Jean-Loïc. Franchement, je pense qu'on se respecte mutuellement, mais j'ai beaucoup appris en lisant ses livres. Non, je ne vais pas jusqu'au bout de cette présentation, effectivement. D'abord, cette thématique et la manière d'arriver à l'interprétation, la partie analytique, parce que l'étude, je ne dis pas que c'est facile, c'est notre métier, on le fait au quotidien, mais on est toujours, les préhistoriens sont toujours un petit peu tétanisés pour aller dans la partie la plus interprétative. On aime bien avoir, construire une documentation qui est de plus en plus solide, de plus en plus étayée. Donc c'est pour ça que je termine par cette espèce de catalogue un peu facile et que je n'évoque pas effectivement, tous les travaux et cette partie que vous avez mentionnée de Jean-Loïc. Non, un peu volontairement. Ouais, je reste un petit peu en deçà. Je préfère pour le moment lister comme ça ces possibilités. Pour ne rien vous cacher, on travaille sur Bruniquel avec un autre ethnologue, ethnopréhistorien qui s'appelle Brian Hayden, et on a soumis un papier dans Current Anthropology sur l'interprétation que fait Brian Hayden des structures de Bruniquel. Mais nous l'accompagnons, mais en disant il va très loin, on t'accompagne, ok, mais nous, archéologues préhistoriens, on ne peut pas aller jusqu'à cette interprétation-là. Mais on co-signe l'article avec lui pour dire à la communauté, voyez, on fait un effort, on aimerait bien y aller. Lui, il y va parce qu'il est ethno-préhistorien, il se permet des raccourcis que nous, préhistoriens, ne pouvons pas faire. Et donc moi, j'en suis pas encore au niveau de Jean-Loïc, et c'est pour ça que je reste un peu là dans le catalogue un peu premier. Je ne sais pas si vous me comprenez là. Et pourtant, je fais partie des gens qui interprètent plus que d'autres. Enfin, il me semble, je ne sais pas. Non, vous avez raison. Alors, il y a encore 3 questions qui se sont manifestées. D'abord au 3e rang. Pour vous, je crois. Oui, les grottes étaient-elles occupées continuellement? Ou alors, y avait-il des grandes périodes d'abandon, voire même d'oubli, au terme desquelles, d'ailleurs, on peut imaginer que les grottes étaient redécouvertes par nos ancêtres qui avaient la même démarche que nous. Ouais, ils trouvaient des vestiges sur lesquels ils s'interrogeaient. Tout à fait. Est-ce qu'on peut avoir une idée là-dessus, sur cette possibilité? Bien sûr, je peux vous répondre, et c'est une très bonne question. On peut vous répondre en grande partie. On a de très bons exemples de grottes qui sont hyper investies. Prenons Chauvet. Chauvet, c'est 36 000 ans, entre 36 500 et 36 002. Ils font tout dans Chauvet. Chauvet est oublié pendant plus de 10 000 ans, 11 000 ans, 12 000 ans. Et les Gravétiens
viennent dans Chauvet et pratiquement rien. Il y a une ou deux peut-être mains négatives, un mouchage de torche. On a 2-3 dates du Gravétien. Donc les Gravétiens voient ce qu'ont laissé les Aurignaciens et font très peu de choses. Donc la grotte a été oubliée. Entre le Gravétien et l'Aurignacien, il se passe, je sais pas, pratiquement 10 000 ans. Il y a le cas au Portel, il y a le cas aux Trois Frères, où on a un premier sanctuaire d'âge gravétien, à peu près à 30 000 ans. Ils font des mains négatives, ils font des animaux du Gravétien. C'est oublié pendant le Solutréen, pendant le Gravétien récent, pendant le Magdalénien ancien, pendant le Magdalénien moyen. Et au Magdalénien moyen récent, ils reviennent et ils nous font un autre sanctuaire. Et on a parfois des sanctuaires comme ça. Le Portel, c'est extraordinaire. Il y a un sanctuaire gravétien, un sanctuaire magdalénien, un autre sanctuaire magdalénien. On voit dans la topographie les différentes occupations. Et parfois, c'est aux Trois Frères, il y a des gravures gravétiennes, et les Magdaléniens, que j'aime pas beaucoup les Magdaléniens, je suis un peu fâché. Les Magdaléniens, ils disent je viens là, et ils font un bison très magdalénien sur les gravures du Gravétien pour montrer je suis venu. Et il y a comme ça des retours dans. Oui, j'aime bien votre remarque, et on a ça, ouais. Et c'est très intéressant. Une autre question. Alors, il y avait deux. Une là. Et vous après, voilà. Et après. Je poserai la question du point de vue technique. Pour faire des bifaces, c'est compliqué. Pas trop. Pour vous, peut-être, pire. oui. Mais est-ce que casser les stalagmites, ça suppose une technique spéciale ou compliquée ou difficile Oui, c'est une très très bonne question. On y a quasiment répondu. On a plusieurs hypothèses. D'abord, vous avez stalagmites et stalagmites. Il y a les stalagmites qui poussent sur l'argile. Très facile, ça se bascule. Vraiment, parce qu'elles n'ont pas de racines, elles n'ont pas d'accroche. Il y a un sédiment argileux et une stalagmite qui a poussé dessus. Vous prenez la stalagmite, vous partez avec. Aucune force, aucune technique, rien. Il suffit de l'emprunter et là, il reste un négatif. Par contre, c'est les stalagmites qui poussent sur un sol calcité, sur un plancher stalagmitique. Ça, c'est très difficile à casser. Et ça ne se casse pas, contrairement à ce qu'on croit, en tapant dessus. Là, vous exposez tout. En fait, c'est un spéléo qui nous a donné le truc et on a essayé et ça marche assez bien. Il faut taper à côté et ça fait un effet de résonance et ça sectionne à la base de la stalagmite. Donc ça, c'est l'hypothèse de Hubert Camus qui nous a dit que lui faisait comme ça, que ça marchait assez bien. Donc depuis, on répète ça en conférence. Mais le problème, c'est de trouver des grottes où on a le droit d'aller casser des stalagmites pour faire de l'expérimentation. Parce qu'on a plein de grottes qui sont avec des stalagmites qui sont déjà cassées par des générations de spéléologues ou de travaux. Mais en fait, c'est très dur d'avoir une grotte et où le propriétaire, ne parlons pas du service régional de l'archéologie, nous autorise à faire de l'expérimentation. Donc on a un petit peu de mal à vérifier l'hypothèse, mais en tout cas, ce n'est pas techniquement si compliqué. Techniquement, c'est plus facile que de tailler un biface, ce qui n'est pas non plus très compliqué. La dernière question. En plus, on a plein de percuteurs. C'est facile de tailler un biface. Parce qu'il faut quelques minutes. Enfin, c'est un apprentissage de quelques journées. C'est une taille assez facile. Enfin, c'est pas trop difficile. Moi, je suis pas un grand tailleur, mais ce qui est très compliqué, c'est les débitages laminaires, c'est les débitages lamellaires. Là, ça demande des savoir-faire de plusieurs années, de plusieurs années d'expérimentation avant de bien maîtriser le débitage laminaire. Tailler un biface, c'est de la sculpture, le biface. Où, une fois que vous avez compris les principaux mise en place du schéma, c'est pas trop difficile. Quelques journées suffisent pour quelqu'un qui est bien avec ses mains pour tailler un biface. Il faut trouver la bonne matière première. Après. Il y avait une dernière question ou c'est terminé? S'il vous plaît, oui. Parce que je sais pas. Est-ce que l'on a une idée de la différence de température entre l'intérieur des grottes et l'extérieur? Parce qu'il faisait très froid à cette époque. Enfin, c'est extrêmement simple. C'était moins 20 000 ans. Extrêmement simple. Il ne fallait pas trouver des refuges pour avoir un peu de temps, pour les retraites, pour des cérémonies. Quand on est à des températures négatives, on a peut-être moins tendance à avoir du temps pour réfléchir. La réponse est assez simple, mais j'aime bien cette question. Elle ne vient pas souvent.
la réponse est très simple, parce qu'en fait, la température d'une grotte, c'est la moyenne des températures extérieures annuelles. À savoir, les grottes du Périgord, actuellement, c'est 12,3. Dans les Pyrénées, c'est 13. Enfin, le Plantorel, c'est 13. Maintenant, avec le réchauffement climatique, on approche de 13. En Espagne, c'est 15. Et en Afrique du Sud, c'est 17. Puis en Norvège, c'est 3. Et en Haute-Savoie, c'est, je ne sais plus. Donc, la température d'une grotte, c'est la moyenne des températures annuelles. La moyenne des températures annuelles. Donc, comme on connaît, nous, par la paléoclimatologie, la moyenne des températures annuelles du pléniglaciaire supérieur, du Gravétien, moi je prends 30 000 ans, et puis on sait qu'il fait 7 ou 8 degrés de moins que l'actuel, ou 12 degrés de moins. Il a toujours fait plus froid. Hein. Pendant toute la préhistoire, il fait toujours plus froid que l'actuel. Bon, donc voilà, on sait à peu près la température qu'il faisait. Donc le côté refuge, non. Disons que c'est pas parce que... juste une dernière anecdote pour finir la soirée, là. Cussac, on travaille l'hiver parce qu'il y a un problème de CO2. Et parfois, il fait froid, même en Dordogne, il peut faire froid, il fait 0 degré, il neige, et vous avez froid. Et vous rentrez dans la grotte, vous avez l'impression de bien-être, de chaleur, alors qu'il ne fait que 12 degrés. Même chose, en plein juillet, vous avez l'impression de froid, il ne fait pas bon, c'est froid, c'est humide, mais évidemment il fait 25 dehors ou 30. Donc en fonction des saisons, le ressenti n'est pas du tout le même, alors que nous sommes des hommes modernes et qu'on est... Donc voilà, je termine là-dessus, parce que je trouve ça intéressant de savoir qu'il peut faire... Moi, quand je rentre dans Cussac, évidemment il travaille en janvier, j'ai une impression de bien-être. Il fait bon dans cette grotte, alors que je vais dans Nio, j'ai toujours l'impression d'avoir froid, et de me geler, et de ne pas être bien, c'est trop grand, il fait froid, parce qu'on visite les grottes l'été, quoi. Merci beaucoup, c'était passionnant.